Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h de Télé Nantes du vendredi 26 juin 2015. Youpi, c'est vendredi. Et au menu ce soir, il y aura de drôles d'animaux dans cette émission puisque nous parlerons de la reprise des Canaries et du retour du cheval dragon. Le cheval dragon, c'est Longma, vous savez, cette grande machine créée par la machine, ça tombe bien, et qui va revenir à Nantes. On en parle avec François Delarosière himself, le directeur artistique de la compagnie La Machine. Et puis nous aurons aussi l'immense plaisir de retrouver Romain, notre chroniqueur BD. Après un long mois et demi d'absence, nous étions en manque et il revient nous conseiller encore des lectures. Avant les vacances, c'est le moment de faire ses provisions. Voilà le programme de notre émission, ça commence tout de suite maintenant. Alors que beaucoup comptent les jours avant les vacances d'été, certains font déjà leur rentrée. Et oui, c'est le cas des Canaries. Ils ont repris l'entraînement dès ce matin. Et comme à chaque rentrée, c'est le cas pour les classes, mais c'est aussi le cas pour le football, il y a des petits nouveaux. Et là, les petits nouveaux, ce sont Adrien Thomasson qui vient de Évian-Thonon-Gaillard. Il descend de la montagne. Il est descendu de la montagne, mais pas à cheval, bien sûr. Et il y a également Wilfried Mwembe qui, lui, vient de Brest même. Et Adrian, qui, comme Ronaldo, est brésilien et n'a pas de nom de famille, il s'appelle juste Adrian. Et lui, il vient de Leeds, en Angleterre. Ce sont les nouvelles recrues du FCN qu'on a pu découvrir donc, ce matin à l'occasion de l'entraînement. Et on a découvert également le nouveau maillot, vous l'avez aperçu, il est jaune et vert, ce n'est pas très surprenant. Il y a assez peu de changements par rapport à la saison dernière sur ce maillot des Canaries. Et puis, cette rentrée, ce matin, c'était aussi l'occasion pour le directeur général délégué du FCN, Franck Kita, de faire le point sur le mercato et sur les ambitions de la saison à venir. C'est un reportage d'Olivier Caillé et de Julien Herpin. Après ces deux correctes années en Ligue 1, il me semble que c'est important qu'on fasse un effort, pour séduire les joueurs, pour séduire le staff, le coach, répondre à leurs attentes. Et si on veut avoir un minimum d'ambition, il faut, à mon avis, comme vous le dites si souvent, investir. Donc c'est ce qu'on va faire. À mon sens, au cœur du jeu, on a assez de joueurs. En revanche, c'est offensivement où il va falloir qu'on fasse l'effort. Donc on est sur une piste, comme vous le savez. On souhaiterait tous que ça se fasse le plus rapidement possible. Mais je ne souhaite pas vous en dire plus parce qu'on est en pleine négociation. Et je suis sûr que vous le comprenez. C'est très bien d'avancer, que ce soit avec le club ou avec le joueur. Mais je préfère pas m'avancer un petit peu plus parce que je vais me reprendre le coup de bâton si jamais il vient pas. Mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal engagé. Je pense qu'on a séduit le joueur. On a pris le petit. Wilfried Mwembe, libre arrière gauche, plutôt une denrée rare. Michel vous en parlera. On a pris Adrien Thomasson d'Évian qu'on a dû acheter. On a dû se positionner assez rapidement, dégainer assez vite parce qu'il était très sollicité. Ensuite, on a pris un Brésilien qui a fait toutes les équipes de jeunes internationales brésiliens, jusqu'aux 20 ans. Michel aussi vous parlera aussi de ses caractéristiques techniques. Oui, c'est un pari. On espère que ça sera un bon pari, que ça sera un bon joker. Après, au coach de savoir comment l'utiliser, mais on le prend en tous les cas dans cette optique-là, et notamment parce qu'on n'a pas de joueurs dans ce registre. Voilà pour le petit point de la rentrée. Puis les prochains rendez-vous avec les Canaries, c'est le 5 juillet. Ils partent en stage à Annecy. Et puis ensuite, il y aura les premiers matchs amicaux qui vont démarrer en juillet et en août. Le tout premier, c'est le 11 juillet. Ce sera contre Bourg-Péronaz, une équipe qui monte en Ligue 2. Et puis le 8 août, la vraie reprise du championnat, évidemment, avec un match à la Beaujoire contre Guingamp. Ce match que vous retrouverez bien évidemment sur notre chaîne. Et puis tout de suite, nous parlons du cheval dragon avec François Delarosière.
Il nous rejoint. Bonsoir François de la Rosière. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur artistique de la compagnie de la Machine et on vous reçoit à plus d'un titre mais qui ont toutes une chose en commun, c'est Longma, c'est le Cheval Dragon. La sortie d'un ouvrage déjà qui est là, qui sort le 1er juillet donc, chez Actes Sud dans toutes les bonnes librairies. Vous serez d'ailleurs en dédicace dès ce soir, juste après l'émission aussi à la librairie boutique Les Machines de Lille. J'en profite pour le dire si quelques téléspectateurs veulent y aller. Vous allez projeter aussi ce soir à 22h15 en face des Nefs, sur un petit carré de pelouse qui s'appelle le Jardin des Berges au pied du pont Anne de Bretagne, un documentaire sur écran géant de 67 minutes consacré à cette épopée du Cheval Dragon, un documentaire de Dominique Deluz et Alex Guillaume. Et puis surtout, breaking news, Longma revient à Nantes du 14 au 23 août. C'était pas du tout prévu au programme ça, puisqu'on va, on va y revenir, mais Longma appartient à la Chine, enfin n'appartient pas à la Machine, appartient à un Chinois qui en a fait l'acquisition. Et là, il revient. Alors nous, on est super contents, mais comment ça se fait ? Effectivement, c'est la surprise pour tout le monde, pour nous les premiers. C'est un cadeau qu'a fait la France à la Chine et qui appartient à Damyu, la société Winland, et qui va en faire usage en Chine. Et comme tout s'est passé très vite pour le 50e anniversaire des relations, l'anniversaire des relations, de la réouverture des relations diplomatiques entre la France et la Chine, tout s'est fait en un an en fait. Oui. Et c'est vrai que pour préparer la présence d'une machine comme le Cheval Dragon dans un espace public, dans un projet urbain, ça demande quelques années de préparation en fait. Et évidemment, notre acquéreur chinois n'était pas prêt. Elle n'avait pas le projet urbain assez développé pour la maison de Longma pour l'accueillir. Donc, parce que là, quand il est allé à Pékin, ce Cheval Dragon, c'était un spectacle. C'était le spectacle avec l'équipe La Machine. Oui, voilà, c'était le spectacle. On est parti il y a 80 Français. D'ailleurs, le film raconte bien cette histoire, toute la genèse de cette aventure, depuis le premier contact avec l'ambassade jusqu'au spectacle qui s'est joué devant plusieurs milliers de personnes à Pékin. On va y revenir. Mais du coup, là, il est à Nantes parce que vous allez continuer à former. Oui, on a fait le spectacle et ensuite on a rangé le Cheval Dragon dans une zone franche près de l'aéroport de Pékin pour, en attendant, de savoir ce qu'il allait devenir. Et il était convenu avec le mécène chinois qu'on allait former les Chinois, transformer le Cheval Dragon en machine de ville, c'est-à-dire lui offrir la possibilité de transporter du public. Et je me suis rendu compte lors de mon dernier repérage en Chine qu'il était compliqué de faire tout ça en Chine parce que les conditions n'étaient pas réunies d'accueil, d'atelier, etc. Et j'ai proposé, et on a vite fait un calcul, de plutôt que d'emmener une équipe de Français en Chine, de faire venir les Chinois et de ramener le Cheval Dragon pour le faire dans notre atelier. Puisque notre atelier est équipé, on a tous les savoir-faire, on a un espace de travail qui est l'espace public pour répéter, et c'est ce qui fait que les Nantais vont profiter de la présence du Cheval Dragon pendant quelques dizaines de jours au mois d'août. Du 14 au 23 août, et ça vient s'intégrer dans le programme évidemment du voyage à Nantes. Voilà. Et il va jouer un petit peu à cache-cache. À l'opération, voilà. Il va jouer un peu à cache-cache avec les Nantais. Il ne faut pas que les Nantais s'attendent à un spectacle, un grand spectacle de rue qui dure 3-4 jours avec des effets de la musique. C'est pas ça qui va se passer. Notre proposition, elle s'intègre dans l'esthétique du voyage à Nantes. C'est des sorties quotidiennes, une façon d'habiter le territoire, une façon d'aller à la rencontre avec le public et avec le lieu, les arbres, les bâtiments. On est sur l'île de Nantes. On est sur l'île de Nantes, sur la pointe ouest de l'île de Nantes. On n'ira pas dans la ville, mais on donnera les horaires qu'au jour le jour sur les sites internet des machines de Lille, de voyage à Nantes, de l'aéroport. Un peu comme une aussi, répartie, on envoie les textos le matin même. Voilà, exactement. Vous aurez l'horaire. Il est là aujourd'hui, on pourra le voir à telle heure et telle heure sur le site, et puis on ira le chercher. Parce qu'il s'endormira, là, il va marcher pendant 1 heure, 1 heure et demie, puis il s'endormira, puis on viendra le réveiller. Voilà, il va sortir environ 3 fois par jour. Et il y aura rencontre avec le grand frère éléphant. Nécessairement, il croisera la marche de l'éléphant, puisque l'éléphant fait 8 rotations par jour. Donc, effectivement, ils vont se croiser. On va croiser le carrousel de Mont-de-Marin. On va aussi se promener le long des sculptures qui sont installées dans le cadre de voyage à Nantes. On va offrir une nouvelle façon d'observer ce paysage. Il va peut-être marcher sur la Lune, alors, le Cheval Dragon, puisque sous la grue jaune, il y a la Lune. Ça. On peut imaginer des scénarios un peu Je ne sais pas si en termes de résistance, on pourra le faire marcher sur la Lune, mais c'est à étudier avec l'artiste qui a fait ce projet. Alors, Longma, on revient aussi donc, sur l'histoire de ce Cheval Dragon. Vous l'avez dit, il a été conçu pour les 50 ans de relations diplomatiques entre la France et la Chine. La légende dit quand même qu'au début, vous étiez parti sur un Minotaure. Oui. J'avais prévu, parce que j'imaginais pas qu'on puisse, dans un délai aussi court,
construire une nouvelle machine pour la Chine. Déjà, construire une machine, c'est très cher. Faire un spectacle de cette dimension, c'est aussi très cher. Donc cet ensemble fait une opération assez coûteuse. Et il est rare qu'on nous commande une nouvelle machine pour un spectacle. Et donc j'avais proposé une aventure avec le Minotaur qui dépassait largement le... Sur lequel vous travailliez déjà à ce moment-là, Oui, parce que le Minotaur sortait de nos ateliers fraîchement. C'est le Minotaur qui est construit pour l'agglomération toulousaine et qui verra peut-être... on verra la première apparition du Minotaur dans 1 ou 2 ans à Toulouse. Et l'histoire, à l'époque, on devait jouer le spectacle à Toulouse. Avant d'aller en Chine, tout se goupillait assez bien et j'avais proposé cette éventualité. Mais effectivement, c'est tombé à l'eau parce que les capacités financières du gouvernement français, le ministère des Affaires étrangères n'avait pas assez d'argent en fait, pour se payer un spectacle de cette dimension. Et l'ambassade a continué à insister. Puis un jour, au début de l'année 2014, l'année commémorative, un mécène rentre dans le jeu. Le fameux Adam Yu. Le fameux Adam Yu qui dit moi je peux vous aider là-dessus. Il programmait déjà des grands opéras français, allemands, italiens à Pékin. Il aime bien croiser les cultures en fait. Et il a proposé de financer l'opération en partie, mais il a dit mais ce serait quand même le Minotaure, je le sens pas trop en Chine parce que ça parlera pas aux Chinois. Effectivement, c'est une mythologie grecque. Il faudrait partir d'un mythe chinois et il faudrait faire un cheval dragon. Voilà. C'est là que j'ai crobardé un cheval dragon. Justement, on les voit, les croquis qui sont tirés de l'ouvrage que vous je faites raconte paraître. l'histoire dans le livre. On était à Buenos Aires pour faire une expédition végétale et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire à faire avec cet être mythique qui est le cheval, mi-dragon, mi-cheval. Et j'ai dit banco, on y va. J'ai rencontré le mécène et l'histoire a démarré comme ça. Et donc, voilà, elle continue aujourd'hui puisque le cheval dragon revient et on va retourner en Chine. Repartir, voilà, on va les accompagner pour mettre en place l'aventure urbaine qui va se jouer avec le cheval dragon dans l'avenir, dans 1 an, peut-être 1 an et demi, 2 ans. Et en tout cas, là, on va revoir aussi quelques images de son voyage à Pékin. Ce sont des images extraites aussi du documentaire qu'on pourra découvrir ce soir à 22h15. Le voyage à Pékin de Longma, c'était aux abords du parc olympique. Et on va voir le public chinois a été conquis. Donc voilà justement des images du documentaire que vous allez pouvoir découvrir ce soir en exclusivité mondiale à Nantes, le documentaire sur l'esprit de ce cheval dragon. On a vu déjà là quelques images, on a vu un public conquis, des sourires, des gens qui prennent plein de photos. Forcément, vous vous dites, voilà, mission accomplie quand on voit ce résultat-là. Oui, parce que on est très heureux de cette aventure. Pour nous, Compagnie de la Machine, il y aura un avant la Chine et un après la Chine. Ça a complètement transformé notre façon de voir les choses, parce que la Chine, c'est quand même un pays absolument fascinant, millénaire, qui a son histoire. Et c'est un endroit où il ne s'est jamais passé une chose pareille. Jamais des machines géantes se sont promenées. Les Nantais sont habitués à ça. Ouais. Et ils le vivent presque. C'est la routine. C'est la routine pour nous. Ils ont cette chance-là. Mais en Chine, c'est jamais arrivé dans toute l'histoire de la Chine. Faut savoir, vous dites même que ça pose problème. D'ailleurs, les policiers étaient un peu en panique parce qu'un tel rassemblement de foule, il n'y a pas l'habitude. Je pense même que on le voit dans le film, les autorités chinoises se sont laissées un petit peu envahir par l'histoire. Ils ont été un peu pris au piège. Ils ne s'attendaient pas à ce que ce serait ça. Et quand
quand on leur a dit qu'on allait faire marcher nos machines dans le public, accompagnés par un cordon sécurité mobile, c'était impensable pour eux, impensable. Et donc, ça a été vraiment pour les Chinois de vivre cette expérience, de la voir à la télé. Ça a été une espèce de souffle de folie, de liberté qui est sans commune mesure. Donc, de ce côté-là, c'est ce qu'on voulait ramener en Chine. Et pour nous, c'est réussi. Eh bien, on l'a vu aussi sur ces images, évidemment, il faut s'adapter aussi au contexte chinois et à cette pollution, parce que le ciel est gris, on le voit, on le devine dans les images, on le sait, en plus c'est connu, voilà, Pékin, il y a toujours ce ciel de plomb. Ça a joué aussi un peu dans votre toujours, il y a des moments de pollution qui sont très forts et après, tout d'un coup, on a un ciel bleu. Mais effectivement, la pollution est très présente. Et à chaque repérage, ça m'a vraiment surpris et presque choqué. On ne voyait pas le soleil dans la journée, presque, à certains moments. Et à tel point que des fois, notre machine à fumer, qui fait des effets de fumée absolument gigantesques, se fondait avec... On n'avait plus d'effet parce qu'il y avait déjà un fog tellement important que le brouillard était presque aussi dense que ce que pouvait produire la machine. Donc ça nous a pas mal impressionnés. Et c'était assez compliqué de travailler dans ces conditions, parce que c'est vraiment très pollué, très pollué. On va revenir aussi un petit peu en arrière sur la construction de cette machine, puisque dans le livre aussi, il est fait hommage, comme dans le film, à toutes ces petites mains qui ont permis de construire cette machine en un temps record, vous l'avez dit, 8 mois seulement, de l'étude aux essais techniques en passant par la fabrication, alors que normalement, un projet comme celui-là, c'est entre 18 et 24 mois. C'est ce que vous expliquez dans le livre. Comment ça a été possible? Je crois que vous avez lu l'ouvrage. N'est-ce pas, de travailler. Non, alors, ces petites mains, c'est des belles mains, des belles mains avec un savoir-faire, de la sensibilité. Et c'est plus que des petites mains, c'est vraiment des collaborateurs, des collaboratrices qui participent avec cœur à l'aventure et qui forgent cette matière de leurs mains, de leur esprit, de leur temps. Des fois, ils sacrifient un peu leur vie de famille pour aller au bout de cette aventure. C'est du 7 jours sur 7. Je pense que ce qui fait le résultat des machines que l'on fabrique dans l'atelier de la compagnie de la machine, c'est vraiment l'équipe qui fait cette aventure. C'est un peu comme un groupe de musique, une alchimie comme ça entre un certain nombre de personnes. Ça existe à une époque, pas les Beatles, les Rolling Stones, mais on ne refera pas de groupes comme les Beatles. Et c'est pour ça que je pense que ce qu'on fait n'est pas reproductible. Même si aujourd'hui, il existe des copies du Cheval Dragon, vous pouvez acheter votre Cheval Dragon pour 50 000 $ aujourd'hui, et même en choisir la couleur. C'est la contrefaçon chinoise. Oui, tout à fait. 3-4 mois après, il y avait déjà des contrefaçons chinoises. Incroyable. Vous pouvez trouver des Cheval Dragon sur Internet, mais il paraît que c'est très bon signe en Chine d'être copié. Ça veut dire que votre affaire est un grand succès. Voilà. Comme on fabrique que des prototypes, ça ne nous dérange pas plus que ça. Ils ont dû mettre un petit peu moins de 8 mois en revanche pour faire les copies, quoi. Oui, et puis c'est quand même un peu moins résistant. C'est moins beau, moins résistant, évidemment. Parce qu'évidemment, il y a des contraintes énormes. Il faut aussi un bois qui soit résistant. Là, c'est pas du bois, c'est de la résine. Enfin, ça n'a rien à voir, c'est sans commune mesure, mais c'est assez drôle. Il y a aussi plein de petites histoires que vous racontez dans ce livre, notamment le choix de la couleur. C'est assez rigolo, puisqu'il est jaune. Et ça pouvait poser problème en Chine, puisque c'est la couleur de l'empereur d'un côté, et aussi dans le monde moderne chinois, c'est la couleur de la pornographie. Oui, c'est quand même étonnant. Oui, c'est vraiment la couleur de la pornographie aujourd'hui, le jaune. Enfin, c'est la symbolique, c'est ce qu'on retrouve sur... quand on analyse un petit peu les symboliques, enfin, d'une forme, d'un objet, ou le sens des... Parce qu'en Chine, tout a un sens et tout est symbole. Donc il faut faire très attention à ce qu'on fait. Voilà. Mais vous avez gardé le jaune quand même. Oui, j'ai gardé le jaune parce que je voulais qu'il brille dans la nuit comme une étoile, parce je savais qu'on l'éclairait de nuit, qu'il jouait avec le feu, avec la neige, et il était important. Et puis je trouve que la notion, comme c'est un mythe millénaire qui est finalement mis en scène, la couleur de l'empereur fonctionne bien, quoi. Oui, finalement, voilà, ça marche. allait plutôt pas mal. Et alors, l'histoire aussi de Longma, c'est l'histoire d'un transport aussi assez exceptionnel. Tout a dû aller très vite, y compris le transport. On avait fait des images, justement, qu'on revoit, de ce fameux Antonov qui a dû transporter Longma, le plus gros avion. Ça aussi, voilà. Encore le moment de tous les superlatifs. Voilà, le film me montre bien, le film qu'on va voir ce soir, c'est vraiment une histoire XXL, avec des surprises, des retournements, à 2 mois de jouer le spectacle, on ne savait pas où on allait jouer et on ne savait pas qui allait nous payer pour faire le spectacle. C'était vraiment une aventure absolument incroyable. Et effectivement, c'est la première fois que nous transportions une machine dans le plus gros avion du monde. Normalement, on n'a pas les moyens de faire ça. Et il n'y avait pas le choix, parce qu'il fallait qu'il soit à Pékin en moins de 3-4 jours. Et en heure, et puis voilà, pour pouvoir le finir, répéter avec, et ensuite l'emmener et faire les répétitions sur place. Qui se sont fait à vue d'ailleurs. Ouais. Et aujourd'hui, tout le transport, c'est fait en bateau en revanche. Oui. Là, il revient, c'est en bateau. Il revient en bateau, c'est à peu près 5 à 6 fois moins cher. Ouais, c'est quand même un petit peu plus économique. Plus économique. Sinon, en Antonov, ça n'aurait pas valu le coup de le faire revenir. En tout cas, merci beaucoup François de la Rosière d'avoir été avec nous pour nous faire revivre cette histoire de Longma. Je redonne aussi toutes les petites infos. Ce livre est disponible à partir du 1er juillet dans toutes les librairies, donc chez Actes Sud, et dès ce soir en dédicace à la librairie Boutique des Machines.
Chine de Lille, c'est au pied de l'arbre. En fait, il est déjà disponible dans les librairies parce que Actes Sud a avancé sa sortie. Finalement, c'est plus le 1er juillet, c'était le 24. Donc aujourd'hui, on le trouve. C'était le 1er juillet. Mais voilà, vous pouvez déjà le trouver, vous pouvez déjà vous le procurer. Et puis ce soir, donc à 22h15, rendez-vous pour voir le documentaire sur écran géant. Le temps s'y prête pour être dehors justement ce soir. Ça risque d'être très agréable. Un documentaire signé Dominique Deluz et Alex Guillaume. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Et puis 14 et au 23 août, évidemment, si vous êtes à Nantes, venez voir Longma en vrai. Et tout de suite, si vous aimez les BD, restez avec nous. On retrouve Romain, notre chroniqueur bande dessinée. Romain qui court, mais ça n'a pas la peine de courir, il y a le temps. Bon. Bonsoir Romain, on est content de vous retrouver. Bonsoir. Il était absent pendant presque 1 mois et demi pour des raisons de force majeure qui tiennent à l'annulaire de mariage. Mais là, on reprend les bonnes habitudes. Eh ben oui, on va faire le tour de l'actualité BD. Si moi j'ai le droit à une pause, l'actualité BD ne s'est pas arrêtée pendant ce temps-là. Donc séance de rattrapage. Plein de choses à vous montrer. Et à commencer par un Nantais. 100% Nantais, 100% local. On essaye à chaque fois de présenter les Nantais. Et là, c'est encore une chouette BD. Ça s'appelle L'abbaye de Clairvaux. On replonge au Moyen-Âge et dans la construction de cette abbaye et toute la légende qu'il y a autour du personnage de Clairvaux. Le point vraiment, le tout dans une histoire complète. Le point qui est vraiment important, c'est ce dessin, puisque la collection a accueilli déjà plusieurs histoires complètes sur des lieux mythiques de France. Et là, vraiment, c'est la Donc patte... ça, c'est une vraie abbaye, en fait, qui existe. Oui, tout à fait. Et du coup, la patte de Denis Béchu, qui est donc notre dessinateur nantais, et qui fait un super travail. C'est son 3e album. On l'avait connu dans un récit... plus fantastique. Et bien cette fois, on va dire qu'il fait le curieux sur le dessin, c'est ça? Ouais, je regardais le dessin. Et du coup, voilà. C'est vraiment mon petit coup de cœur côté dessin. C'est très chouette. C'est une histoire. Regardez, vous approuvez historique. ou pas le dessin alors? Ah oui, j'aime beaucoup la bande dessinée. J'ai même tenté d'en faire une, mais c'est un art qui est extrêmement difficile et complexe. Et je suis extrêmement mauvais en bande dessinée, donc j'ai arrêté. Ça me paraît pas à la lecture, mais effectivement... je crois pas. Non, vraiment pas. C'est vraiment un travail spécifique. D'accord. Donc, en tout cas, abbaye de Clairvaux, recommandée par Romain. Mais tout à fait. Et alors après, on continue avec un aventurier qui n'est pas James Bond, mais pas loin. C'est ça, Jas Maynard. En fait, si on le mettait contre James Bond, c'est peut-être le seul homme qui serait capable d'enchaîner autant les scènes d'action comme lui. On l'avait découvert, là c'est le 5e tome qui vient de sortir aux éditions d'Argo. C'est très très chouette, c'est un dessinateur espagnol. Encore une fois, c'est le dessin qui me fait aller en premier vers ses albums, ensuite l'histoire. On est sur une nouvelle histoire après qu'il est libéré de sa sœur d'un réseau de prostitution américaine, un truc assez complexe dans lequel il enchaîne, à la fois il s'est cambriolé, à la fois il s'est tiré, à la fois, comme James Bond, il sait tout faire. Cette fois-ci, il part en Islande, donc des décors incroyables, il y va pour monter un casse. Parce que c'est pas non plus un ange, c'est pas un James Bond. Oui, c'est ça, il n'est pas le bien. Au service de Sa Majesté, non. Non, il n'est pas au service de Sa Majesté. Et du coup, c'est encore une fois une histoire 100% action. Ça marche très bien. Si vous avez envie de vous prendre une petite BD pour vous faire plaisir et qui ne soit pas prise de tête, voilà, allez-y, foncez. Ça s'appelle Jas Maynard. Donc. Et alors, vous approuvez le dessin là, de Denis Béchu ou pas? Oui, c'est très beau. Ouais. C'est dans la lignée des Bourgeois, etc. C'est effectivement une école, ce qu'on pourrait décrire comme une école assez classique, et en même temps qui amène une touche celui-là aussi, d'ailleurs. Jeune. C'est beau ces conversations entre dessinateurs là. Entre experts du dessin en tout cas. Voilà. Pour le coup, je experts du dessin, dessinateur. Une 3e BD, là on part dans l'univers de la science-fiction plutôt, années 80. Les années 80 sont très à la mode. C'est ça, et ben c'est Beck avec Eternum chez Casterman. Eternum, en fait, on est sur une histoire vraiment référencée par rapport aux films Alien et autres. On va explorer quelques planètes autour de nous avec des machines qu'on a déjà vues, des espèces d'exosquelettes et tout ça, qui sont assez chouettes. Le dessin, encore une fois, marche très bien. Et sur cette planète, on va découvrir un espèce de sarcophage qui renferme une femme. Et voilà, donc ça verrait être peut-être l'origine de l'homme sur cette planète lointaine. Prometheus, Alien, tout ça. Toutes ces références sont clairement assumées au départ par l'auteur. Donc si on aime ces films-là, on aimera la BD aussi. Ce sera en 3 parties. C'est très efficace. Très, très efficace, ok. Et on va finir avec un petit peu de poésie dans ce monde de brut, comme on dit. Eh bien voilà, complètement. Alvin, c'est ma bouffée d'air du coup par rapport à tout ce que je vous ai proposé, à un espèce de package assez action. Eh bien Alvin, c'est l'histoire d'un petit bonhomme qui ressemble à un petit poussin.
Et lui, en fait, il a une vie plutôt ordinaire avec son camarade qui est un espèce d'ours assez gentil. Il travaille sur un chantier, voilà, la vie suit son cours. Et en même temps, dans tout ce petit quotidien, ils vont nous amener une dose de poésie assez incroyable qu'on peut commencer à entreapercevoir avec le dessin. Parce qu'encore une fois, vous avez pu le voir, c'est vraiment des graphismes différents Oui, là, il y en a pour tous les goûts. que je vous propose. Et plutôt vraiment... littérature jeunesse, là, du coup. Eh ben enfin, non. BD... Non, toujours non, pas. alors pas du tout. Contrairement au Moi, dessin quand je vois naïf... des petits animaux, des petits... ça. Je me dis toujours, c'est pour les enfants, mais en fait... Eh bien non, Eh c'est bien pour non. les adultes, puisque les thématiques abordées, enfin, c'est pas que c'est pas accessible par des enfants, mais c'est que la profondeur et la poésie des choses vont pas être captées de la même manière par des enfants. D'accord. Donc ça s'appelle Alvin. Alvin, ce sera en 2 tomes. En 2 tomes. Alors, qu'est-ce que vous retenez là-dedans, François de la Rosière? Lequel vous allez acheter? Je sais pas, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. J'ai énormément de BD chez moi, mais ça fait longtemps que j'ai arrêté de m'y intéresser parce que je fais d'autres choses. Alors là, je vais prendre les 4 puisque je vais repartir avec. Donc... Voilà, vous allez courir très vite et vous allez les prendre. Si vous ne pouvez pas me rattraper, vous serez en direct. Donc... Merci en tout cas beaucoup d'avoir été avec nous. Merci aussi à Avec Romain plaisir. pour ses précieux conseils. Et puis on vous retrouve comme d'habitude aux 2 rue de la Paix. C'est ça, dans le quartier Bouffay, à la mystérieuse librairie nantaise pour d'autres conseils. Allez le voir si vous voulez acheter des BD. N'hésitez très pas. bien, j'irai. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous souhaite un excellent week-end et on vous donne rendez-vous ici lundi à 18h comme chaque jour. Bon week-end à tous, salut.